On poursuit ce Lex Inside, on va parler santé et deep tech. Quels sont les enjeux, quels sont les défis avec mon invité François Pujol, associé fondateur de Fairlight. François Pujol, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la deep tech ouvre beaucoup de perspectives en matière de santé, mais soulève des questions juridiques, financières et stratégiques. On va en parler ensemble. Tout d'abord, quels sont les principaux freins au financement de l'innovation dans le domaine de la santé ? Alors aujourd'hui, les principaux freins au financement de l'innovation lourde en santé, ça va être déjà un contexte général qui est pas bon, il faut dire ce qui est, je pense que je l'apprends à personne. Et on est déjà dans un univers où le risque est important parce qu'en santé, il y a l'aléa scientifique qui est toujours présent. Et c'est pas parce qu'une idée est bonne a priori qu'elle est validée rapidement. Donc le contexte géopolitique vient rajouter une difficulté. Ensuite, on a des difficultés qui sont plus propres à l'écosystème français. On a un écosystème public de soutien à l'innovation en santé qui est très très fort, qui fonctionne très bien. On a une chaîne de financement qui est plus ou moins en place et on a quelques difficultés sur cette chaîne de financement où on va avoir des étapes importantes de la vie d'une DITEP santé où on va avoir assez peu d'acteurs au niveau national et pas encore beaucoup d'acteurs étrangers qui viennent sur la scène française. Donc on va dire qu'on a un vrai sujet aujourd'hui sur la chaîne de financement qui n'est pas forcément assurée tout le long et qui peut expliquer des parcours un peu chaotiques pour certaines de nos startups en santé qui n'arrivent pas à se financer par manque d'acteurs sur l'écosystème français. Alors justement, vous dites qu'il n'y a pas assez d'acteurs dans le système français. Quel est le positionnement de la France dans l'écosystème en général au point de vue international ? Alors globalement, on est un pays qui est assez fort en termes d'innovation santé. C'est dû à une excellente recherche publique française. On est quand même un des pays leaders en matière de recherche en santé. On a également un fort soutien public de l'innovation avec les dispositifs qui vont être le crédit d'impôt recherche, qui vont être l'intervention de la BPI avec des labels spécifiques pour les deep tech, qui vont être également les statuts de jeunes entreprises innovantes ou de jeunes entreprises universitaires qui vont soutenir tous ces projets issus de nos laboratoires de recherche. Donc sur ces aspects-là, on est plutôt un pays qui est moteur et qui est très présent. On a quand même une structure de financement qui est correcte en France. Je ne veux pas dire qu'on part de rien, loin de là, au contraire. Mais il y aurait, vu la qualité de notre recherche publique, il y aurait des améliorations à faire. Il y a encore des acteurs qui peuvent venir sur le marché. Alors, dans ce contexte-là que vous avez décrit, vous accompagnez des deep tech. Quel est votre rôle en tant qu'avocat pour accompagner les porteurs de projets ? Alors, nous, on est face à un public qui est un peu particulier. On est face à des scientifiques qui viennent d'un monde qui est la paillasse, qui est le laboratoire, qui est le bloc quand il y a l'aspect médical et qu'ils ont le double statut. Et c'est des gens qui ont une vision pour ce qu'ils ont trouvé. Ils ont quelque chose qui potentiellement peut aller jusqu'à la veine du patient et soigner. Mais cette vision, elle s'arrête un peu là. C'est-à-dire qu'ils sont face à une feuille blanche, une route, et ils ne savent pas trop où aller. Nous, notre rôle, ça va être de les accompagner, si vous voulez, sur ce long chemin qui est l'innovation et la transformation d'une innovation du laboratoire jusqu'à la veine du patient et toutes les étapes avant. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une route toute droite, toute simple, c'est plutôt un long chemin sinueux. Donc nous, on se voit un peu comme des Sherpas, on va dire. On va les aider à comprendre ce qu'il faut mettre en place dès le début. Comment on fait pour anticiper les étapes critiques de leur développement et de leur croissance et comment on gère tous les nombreux encombres qu'ils vont rencontrer. Et nous, on a cette chance-là, c'est que ça fait 20 ans qu'on accompagne les startups, donc on a vu ce qui se faisait. Voilà, on connaît l'écosystème, on connaît les difficultés qu'ils vont rencontrer et on va les aider à structurer ça un peu au quotidien parce que le droit en termes d'innovation santé, c'est quelque chose d'assez fondamental dans la mesure où que ce soit la propriété intellectuelle, le droit des affaires, le réglementaire, c'est quelque chose auquel ils vont être confrontés de manière quasi quotidienne dans leur parcours de créateur. Alors, vous expliquez que vous les aidez à structurer leurs projets. C'est quoi les grandes étapes des projets de Deep Tech ? Alors,
La première étape, ça va être vraiment la création de la société. On va souvent avoir une phase d'anté-création où on va aider le chercheur déjà à structurer le projet, à se rapprocher des bons interlocuteurs, savoir un expert comptable qui est à l'aise avec les notions de crédit d'impôt recherche, de jeunes entreprises innovantes, qui connaît déjà ça. Lui conseiller aussi de se rapprocher d'un conseiller en propriété intellectuelle qui va connaître aussi le statut particulier des brevets public licencié à une société qui va être à l'aise aussi avec ces sujets-là. D'accord. Et derrière, nous, organiser avec lui au mieux cette étape de création. Donc, profiter de la période d'anté-création au mieux, en allant chercher les aides qu'il faut, en faisant tout ce qu'il faut. Créer une société qui est on va dire, tout ce qu'il faut pour la suite, c'est-à-dire une société qui va être capable de lever des fonds, qui va être capable d'accueillir des investisseurs, d'émettre tout un tas d'outils juridiques que notre client il connaît même pas, le nom ne lui parlera même pas, mais où nous, on va dire, écoute, on va partir sur telle forme, avec des statuts qui vont être rédigés comme ça, et on va insister beaucoup pour gérer cette période un peu critique des premiers mois, en ayant un pacte d'associés entre les fondateurs pour gérer les éventuels départs, les défaillances, les choses qui ne se passent pas comme prévu. Première étape. Et après, on va avoir des jalons réguliers. Une start-up deep tech, elle ne se finance pas évidemment par ses propres ressources, elle se finance par de l'apport de fonds extérieurs. Donc, elle va avoir une croissance un peu comme une exponentielle avec une boucle qui va revenir à peu près tous les 18 mois où il va falloir se refinancer. Et nous, notre travail, ça va être de préparer ces refinancements et de veiller à ce que nos clients ont bien conscience du timing et anticipent bien ces financements, puisque c'est des choses qui mettent entre 9 et 12 mois à se mettre en place. Donc, on ne peut pas se réveiller 6 mois avant en disant « il me faut 3 millions ». Justement, comment on fait pour s'assurer d'avoir une bonne levée de fonds qui se passe bien et c'est lever les obstacles, comme vous avez dit tout à l'heure On travaille avec l'équipe qu'on met en place. C'est-à-dire, moi, je recommande à toutes les personnes qui sont concernées par ces sujets d'avoir autour d'eux un avocat en qui ils ont confiance, un comptable en qui ils ont confiance, un CPA en qui ils ont confiance, et des gens qui se parlent, qui travaillent entre eux et qui essayent d'apporter une valeur ajoutée en croisant leurs compétences. C'est vraiment un environnement qui est complexe, qui bouge beaucoup, où il faut être assez réactif, et il n'y a pas un professionnel seul qui peut embarquer tous les sujets. À un moment, il faut partager l'information et il faut essayer d'optimiser en permanence. Mais le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de préparer, en fait. C'est de préparer dès le début avec des gens qui savent faire ces étapes-là et d'avoir une approche, en tout cas qui est la nôtre, qui est de dire il y a forcément quelque chose qui ne va pas aller, qui ne va pas plaire aux investisseurs. Essayer d'anticiper le maximum. Voilà, on va essayer de cocher le maximum de cases. Comme ça, s'il y en a une qui n'est pas cochée, on réglera ça le moment venu. Est-ce que vous avez un exemple récent d'illustrer, peut-être pas sans dévoiler le nom de votre client, mais un type de levée de fonds, qui était compliqué, mais que vous avez su conduire à bien? Nous, on a eu un parcours assez sympa récemment avec un profil atypique, puisque c'était une start-up qui était vraiment porté par un porteur de projet qui n'était pas forcément issu du sérail scientifique, mais qui a su créer une relation excellente avec les chercheurs à l'origine du projet, qui a su mener le projet un peu tambour battant et qui a su lever en très peu de temps des dizaines de millions d'euros et derrière enchaîner avec une cession de la société très très vite. Et ça rejoint un peu ce que je pense, c'est-à-dire que ce qu'avait ce porteur de projet d'un peu atypique, c'est cette capacité à créer du lien et à additionner les plus-values de chacun pour faire avancer son projet encore plus vite. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a une autre valeur qui est assez importante, et on s'en rend compte de plus en plus, surtout depuis quelques années où la situation est un peu plus compliquée, c'est la résilience. On est dans un univers où il faut des gens qui sont capables de s'adapter aux changements d'économie, de contexte, en fait, tout ce qui change autour d'eux. On va conclure là-dessus. Merci François Pujol. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Fairlight. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.